Un document divulgué du Service fédéral de sécurité, révèle que la Russie considère secrètement la Chine comme un ennemi. Poutine déclare publiquement lors de sa rencontre avec Xi Jinping que leur amitié est inébranlable. Une note vérifiée par 6 agences de renseignement occidentales révèle les craintes profondes de la Russie face à l'espionnage chinois. La Russie s'apprête à trahir la Chine. Un document confidentiel du Service fédéral de sécurité révèle que malgré les apparences, la Russie considère toujours la Chine comme un adversaire. Et c'est choquant parce que, depuis 3 ans, la Chine a pratiquement soutenu la Russie pendant son isolement mondial. Alors que la plupart du monde a condamné l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Pékin a non seulement refusé de critiquer la Russie à l'Organisation des Nations Unies, mais a constamment accusé l'OTAN et l'ingérence occidentale d'être les véritables responsables du conflit. Plus encore, la Chine est également devenue la seule et unique bouée de sauvetage de la Russie. Quand l'Occident a boycotté le pétrole et le gaz russe, Pékin est intervenu. La Chine demeure le plus important client pétrolier de la Russie. Les exportations de la Chine vers la Russie ont bondi de près de 47% en 2023. Cela inclut des produits que la Russie n'importait pas traditionnellement de Chine. Des smartphones aux équipements industriels lourds et composants de défense, tout est nécessaire pour soutenir les opérations militaires russes. La Chine, c'est le principal soutien qui empêche l'effondrement total de l'armée et de l'économie russe. Malgré les services rendus, une fois la guerre en Ukraine terminée, le Service fédéral de sécurité de la Russie prévoit d'affronter la Chine, car Moscou est convaincu que la prochaine grande menace viendra directement de Pékin. Avant d'examiner le document divulgué du Service fédéral de sécurité, il faut comprendre pourquoi la Russie et la Chine demeurent secrètement des adversaires. Pour cela, il faut remonter au XIXe siècle. À cette période, une Russie impériale plus forte a tiré parti d'une dynastie Qing fragilisée via une série de traités inégaux notoires. Le traité d'Aïgoun de 1858 et le traité de Pékin de 1860 ont forcé la Chine à céder plus d'1 million de kilomètres carrés de territoire à l'Empire russe, y compris ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Kraï du Primorié et la ville portuaire du Pacifique stratégiquement cruciale de Vladivostok. Ces concessions humiliantes font partie du siècle d'humiliation de la Chine, une période douloureuse sous la domination étrangère. Beaucoup d'entre vous ont mentionné être abonnés à la chaîne, mais que YouTube ne recommande pas nos vidéos. Selon YouTube, plus de 75% d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors s'il vous plaît, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner juste en dessous. Au début des années 1950, la Chine communiste de Mao et l'Union des républiques socialistes soviétiques de Staline sont parvenus à un accord. Tous deux se tenaient côte à côte, unis par leur idéologie communiste commune et leur farouche opposition à l'Occident. Les soviétiques ont joué un rôle crucial dans le développement de l'économie et de l'armée chinoise. Les deux pays ont échangé insultes, accusations et condamnations idéologiques, menant à la rupture sino-soviétique. Leur relation s'est tellement détériorée qu'en 1969, les tensions ont explosé en affrontements violents le long du fleuve Ussuri, à leur frontière commune. Ces affrontements étaient si intenses que les deux camps auraient envisagé une escalade nucléaire, les rapprochant terriblement d'une guerre totale. Le poison s'était infiltré si profondément que la méfiance mutuelle entre la Russie et la Chine allait persister pendant des décennies, et dure encore de nos jours. Malgré la normalisation des relations entre les deux pays, à la fin des années 1980, et la conclusion d'un accord frontalier en 2004 réglant leurs différends, la Chine n'a jamais entièrement pardonné. En réalité, l'immense frontière de 4200 km qui les sépare est extrêmement inégale. Du côté de la Russie se trouve l'Extrême-Orient, une vaste région riche en ressources, mais pratiquement inhabitée. Cependant, juste au-delà de la frontière, le nord-est de la Chine regorgeait de centaines de millions d'habitants, dans certaines des zones les plus densément peuplées et les plus pauvres en terres au monde. Quand la frontière russo-chinoise a rouvert en 1988, des vagues de travailleurs, d'agriculteurs et de commerçants chinois ont immédiatement commencé à affluer dans les districts de l'Extrême-Orient russe. Ils ont loué et cultivé des terres agricoles longtemps négligées par les Russes et lancé des entreprises. En 2018, des entreprises et citoyens chinois possédaient ou louaient environ 350 000 hectares de terres agricoles, soit environ 16% de l'ensemble des terres agricoles de la région. Bien que cet afflux ait apporté de nouveaux investissements et une main-d'œuvre nécessaire, il a aussi engendré frustration et méfiance chez les locaux. Beaucoup de Russes
ont accusé ces nouveaux arrivants chinois de voler des emplois et d'épuiser les ressources de la Sibérie. La crainte d'une prise de contrôle progressive par la Chine est rapidement devenue un sujet quotidien, nourri par l'inquiétude d'une perte de contrôle russe sur sa frontière orientale. En fait, même après une décennie d'amitié publiquement affichée entre Moscou et Pékin, un sondage de 2017 a montré que la moitié des Russes interrogés pensaient que la présence croissante de la Chine représentait une véritable menace pour l'intégrité territoriale de la Russie. De tels sentiments montrent la profonde méfiance des Russes envers la Chine. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi en 2012, Poutine et lui se sont rencontrés en tête-à-tête plus de 40 fois, se qualifiant même ouvertement de chers amis. Mais soyons clairs, ce qui unit réellement Moscou et Pékin, ce n'est pas une amitié sincère. C'est leur méfiance mutuelle et leur opposition à l'Occident. C'est pour cela que le 4 février 2022, avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, et peu avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, les deux dirigeants ont déclaré que leur relation n'avait aucune limite et qu'aucun domaine de coopération n'était interdit. Et toutes ces grandes promesses ont rapidement été mises à l'épreuve lorsque Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine plus tard ce même mois. La Russie s'est soudainement retrouvée isolée, accablée par des milliers de sanctions paralysantes. Mais Pékin a refusé de se joindre à la guerre économique de l'Occident. Au lieu de cela, la Chine a redoublé d'efforts en devenant la bouée de sauvetage de la Russie. La Chine a stabilisé à elle seule l'économie russe, que beaucoup pensaient proche de l'effondrement, en achetant massivement son énergie et en lui fournissant biens de consommation et technologies clés. Sur le plan diplomatique, Pékin a souvent protégé la Russie en s'abstenant ou en opposant son veto aux mesures anti-russes à l'Organisation des Nations Unies. Lors de leur rencontre à Pékin en octobre 2023, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur unité devant le monde entier. Mais en privé, seulement 3 jours avant que Vladimir Poutine ne donne le feu vert à l'invasion russe, l'agence de renseignement russe, le service fédéral de sécurité, a discrètement approuvé une nouvelle opération de contre-espionnage, nom de code Entente 4. De manière inattendue, ce programme ne ciblait pas l'Ukraine ou l'Occident, mais était destiné à la Chine. Cela nous amène aux documents ayant fuité. La Chine a discrètement construit un vaste marché noir pour l'achat de secrets d'État, dissimulé à travers des dizaines de sites web obscurs, de chaînes Telegram et d'agents anonymes en ligne. Ce marché noir recrute ouvertement des gens ordinaires, comme vous et moi, pour faire leur sale boulot en échange d'argent. Par exemple, des comptes rendus d'espionnage indonésiens se vendent environ 5 000 $. Des câbles diplomatiques taïwanais peuvent rapporter 10 000 $, et même l'identité d'agents iraniens s'échange pour quelques milliers de dollars chacun. Ce sont des chiffres réels et documentés. Et il est certain que des prix similaires existent pour des informations provenant de grands pays comme les États-Unis, des pays européens, la Russie, l'Inde et d'autres. Et c'est précisément la menace que l'opération secrète Entente 4 de la Russie a été conçue pour contrer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'espionnage chinois en Russie a connu une croissance fulgurante. Des responsables chinois des secteurs militaires, sécuritaires et de la défense se rendent de plus en plus en Russie, prétextant vouloir observer la guerre de près. Plusieurs sont arrivés déguisés en membres de délégations académiques ou commerciales provenant d'universités de défense ou d'institutions soutenues par la Chine. Mais selon le service fédéral de sécurité, leur véritable mission était de recueillir des informations sensibles sur les opérations militaires russes. Pour Pékin, le conflit ukrainien est une étude de cas précieuse. L'armée populaire de libération de la Chine n'a pas mené de grandes guerres depuis son bref affrontement frontalier avec le Vietnam en 1979, il y a plus de 40 ans. Bien sûr, les stratèges militaires chinois sont curieux de voir précisément comment une armée moderne telle que la Russie réagit face aux armes et tactiques occidentales de pointe. Pékin pourrait utiliser ces informations en cas de guerre à propos de Taïwan. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Selon le service fédéral de sécurité, le vrai problème est que les espions chinois ne se contentaient pas d'observer la guerre, mais intensifiaient aussi leurs efforts pour recruter des informateurs russes. Le document divulgué révèle que ces agents étaient prêts à tout pour rallier des responsables russes, scientifiques, journalistes et hommes d'affaires à leur cause. Toute personne ayant accès à des informations sensibles était ciblée. Ils offraient de l'argent, des contrats commerciaux ou des faveurs personnelles. Mais si ces incitations échouaient, ils recouraient à des méthodes plus sombres, exploitant plutôt les faiblesses personnelles. Ils ciblent un secteur clé, l'industrie aérospatiale et de la défense de la Russie, 2 domaines où la Chine a historiquement un retard qu'elle cherche à rattraper. Ils ont ciblé des pilotes russes, experts en aviation et ingénieurs spécialisés dans les armes, avions de chasse, missiles, aérodynamique, contrôle de vol, propulsion et domaines connexes. En gros, toute personne possédant la moindre parcelle de renseignements précieux.
Dans un cas particulier, des espions chinois ont manifesté un intérêt spécifique pour les ingénieurs du programme Ekranoplan. Les Ekranoplans étaient d'immenses véhicules à effet de sol soviétiques, d'énormes navires volants rapides conçus pour raser la surface de l'eau. La Russie avait annulé ce programme il y a des décennies. Les Chinois pensaient donc que les anciens spécialistes et ingénieurs de l'Ekranoplan, potentiellement en difficulté financière ou ressentant du ressentiment, seraient des candidats idéaux pour le recrutement. C'est vraiment préoccupant pour la Russie, car même avant le début de la guerre en Ukraine, les autorités russes avaient déjà recensé au moins 21 affaires distinctes d'espionnage impliquant des espions chinois au cours des 2 dernières décennies. Dans un instant, je vous montrerai à quel point certains secrets transmis par ces espions à la Chine étaient précieux. Mais aujourd'hui, la Russie est plus faible et vulnérable que jamais, occupée à combattre l'Ukraine et à contrer les opérations de renseignement occidentales. Cette distraction signifie que Moscou manque de ressources pour surveiller de près les activités des espions chinois. Et Pékin le sait très bien, avec l'intention claire de profiter de la vulnérabilité de la Russie pour recueillir encore plus de renseignements cruciaux. Entre 2021 et 2023, les autorités russes ont découvert 4 affaires d'espionnage impliquant des fuites de technologies de pointe dans l'aérospatial et les lasers vers la Chine. Chaque nouvelle arrestation était un rappel flagrant de plus pour le Kremlin que son soi-disant ami, la Chine, espionnait activement les programmes de défense les plus sensibles et cruciaux de la Russie. C'est pourquoi le gouvernement de Poutine a clairement indiqué que tout acte de trahison envers la patrie ne serait pas toléré, et que la haute trahison pouvait même mener à la prison à vie. Moscou a aussi averti qu'elle poursuivrait agressivement tout étranger, surtout les espions ou agents chinois, pris à encourager ou orchestrer des activités anti-russes. Malgré ces avertissements sévères, la Chine continue à recruter des scientifiques et ingénieurs russes vulnérables. Finalement, le service fédéral de sécurité a réussi à retrouver et arrêter plusieurs d'entre eux. L'un de ces cas concerne Dmitri Kolker, un physicien spécialiste des lasers en Sibérie, arrêté en 2022. Le service fédéral de sécurité a accusé Kolker d'avoir secrètement transmis des recherches classifiées à la Chine. Le plus fou, c'est que Kolker avait 54 ans et était gravement malade, atteint d'un cancer avancé à ce moment-là. Cependant, des agents russes l'ont arraché de son lit d'hôpital et emmené à Moscou pour l'interroger. Tragiquement, il est mort en détention seulement 2 jours plus tard, se battant pour son innocence jusqu'à son dernier souffle. Un autre exemple était Alexandre Loukhanine, un chercheur de Tomsk. En 2020, le service fédéral de sécurité l'a arrêté pour avoir divulgué une technologie de missiles sensible à la Chine. Loukhanine a été reconnu coupable de trahison et condamné à 7 ans et demi de prison. Enfin, le cas de Valéry Mitko, un érudit respecté de 81 ans, qui a autrefois dirigé l'Académie des sciences de l'Arctique à Saint-Pétersbourg. Mitko a été accusé en 2020 d'avoir partagé des informations classifiées avec la Chine lors de visites académiques. Malgré ses fermes démentis, il a été assigné à résidence en attendant son procès. Mais Mitko n'a jamais eu la chance de se défendre devant le tribunal. Il est décédé en 2022, toujours confiné chez lui, publiquement humilié comme espion jusqu'à son dernier jour. Le message du gouvernement de Poutine et du service fédéral de sécurité est donc d'une clarté brutale. Le moindre soupçon de compromission peut anéantir votre vie telle que vous la connaissez. Partenaire officiel ou non, toute personne surprise en train de divulguer des secrets russes à Pékin sera traitée comme un traître et sévèrement punie. Des sabotages comme ceux-ci ont clairement montré à la Russie qu'au moindre signe de faiblesse, la Chine serait immédiatement prête à les exploiter ou à les saboter. Exactement comme la Russie l'a fait à la Chine au XIXe siècle avec ses fameux traités inégaux. C'est précisément pourquoi la mise en place du programme Entente-Four avant même le début de la guerre était cruciale. Dans ce programme secret, les officiers russes doivent intercepter proactivement les menaces chinoises, en envoyant des agents du service fédéral de sécurité approcher discrètement les Russes, collaborant régulièrement avec la Chine. Ces agents ont demandé à leurs propres citoyens de rester vigilants, de surveiller attentivement leurs propos et de se méfier de tous les Chinois. En même temps, le service fédéral de sécurité a renforcé sa surveillance numérique. Les unités cybernétiques russes ont commencé à pirater, surveiller et analyser les conversations et le trafic de données des applications de médias sociaux chinoises, notamment WeChat. Tous ces jeux d'espions entre la Russie et la Chine nous rappellent clairement quelque chose que nous soulignons depuis des années. En géopolitique et dans le renseignement, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis permanents. Les alliances changent, les ennemis aussi, et la seule chose qui dure vraiment, c'est l'intérêt personnel. Actuellement, la Russie et la Chine ont un besoin crucial l'une de l'autre. Actuellement, la Russie est la plus dépendante, mais si la Chine envahit Taïwan, Pékin aura besoin du soutien de Moscou. C'est pourquoi Poutine et Xi affichent constamment leur prétendue amitié.
malgré la rivalité féroce que leurs dirigeants politiques et services de renseignement entretiennent en secret. La plupart des gens ignorent que seules deux choses comptent en prime réellement pour la Russie. Ses vastes réserves pétrolières et sa puissante industrie de défense. L'objectif de cette vidéo est de révéler comment la Chine attaque l'industrie de la défense en volant des secrets aux ingénieurs et scientifiques mentionnés. Vous voyez, tout au long des années 2000 et des années 2010, la Russie n'a cessé d'accuser la Chine de voler sa technologie militaire et sa propriété intellectuelle, copiant secrètement et rétroconcevant des armes russes avancées pour fabriquer leur propre version, sans payer un centime, ni des années d'efforts en recherche et développement. Un exemple parfait est le chasseur chinois Shenyang J-11B construit entièrement en Chine, mais qui ressemble presque à l'identique au chasseur russe SO-57 Flanker. Cela s'applique également au système de missiles solaires longues portée HQ-9 de la Chine, qui ressemble et fonctionne exactement comme le système russe S-300. Même les navires de guerre chinois présentent une ressemblance indéniable avec les modèles russes, jusque dans les sous-systèmes précis et les technologies internes. La Chine achetait de petits lots d'équipements militaires russes plus avancés, les démontait pour en percer les secrets grâce à la rétro-ingénierie, puis produisait en masse ses propres versions chinoises. En 2019, ce copiage systématique était devenu si flagrant et répandu que Rostec, l'immense entreprise publique russe de défense, a finalement atteint son point de rupture. Le responsable de la propriété intellectuelle de Rostec, Evgueni Lavodny, a rendu l'affaire publique et a révélé qu'au cours des 17 dernières années, la Russie avait officiellement recensé plus de 500 cas distincts où la Chine avait copié illégalement du matériel militaire russe. Pour Moscou, il ne s'agissait pas seulement de perdre de la propriété intellectuelle ou des milliards de dollars, c'était bien plus profond. Les ventes d'armes ont longtemps été un pilier fondamental des relations russo-chinoises. Maintenant, leur partenariat solide et stable. Dans les années 1990 et au début des années 2000, la Chine était l'un des plus grands clients d'armes de la Russie. À une époque, plus de 80% des armes importées par la Chine provenaient directement des usines russes. Mais dès que les ingénieurs chinois ont maîtrisé la rétro-ingénierie de ces systèmes, tout a changé. Après 2009, la liste des achats d'armes de la Chine à l'étranger a diminué d'environ 40%, et la part de la Russie dans ce marché réduit a également baissé, passant d'environ 85% à peine 68%. Non seulement Moscou a perdu une montagne de ventes, mais elle a aussi vu un acheteur ami se transformer en concurrent direct. Au milieu des années 2010, la Chine produisait non seulement ses propres chars, avions de chasse et navires de guerre, elle les exportait vers d'autres pays, battant parfois la Russie en proposant des offres moins chères. Cela a créé beaucoup de frustration et de ressentiment au sein de l'industrie de la défense russe, poussant le Kremlin à freiner. L'offre de matériel haut de gamme s'accompagnait désormais de prudence ou de longs délais. La Russie a retardé pendant des années la vente de ses chasseurs Sukhoi 35 de pointe à la Chine, craignant que Pékin ne les copie et les rétroconçoive immédiatement. Pour être juste, le commerce d'armes entre la Russie et la Chine n'a jamais totalement cessé. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et les premières sanctions occidentales, Poutine s'est tourné vers Pékin pour un soutien économique et politique. Sans surprise, l'accord incluait la vente d'armes. L'année suivante, la Russie a vendu à la Chine du matériel sérieux, comme le système de défense aérienne S-400 et les chasseurs Sukhoi 35 en 2015. C'étaient les premières ventes d'armes significatives entre Moscou et Pékin en près de 10 ans. Moscou, dépendant grandement de l'argent et du soutien politique de Pékin, a discrètement accepté que la copie et le vol de technologies russes par la Chine soient le prix à payer pour faire des affaires. Au-delà des ventes d'armes et du vol de technologie, il existe d'autres questions stratégiques plus profondes où les intérêts de la Russie et de la Chine s'opposent encore. Et l'un des plus grands problèmes reste l'Extrême-Orient russe, la même région dont nous avons parlé plus tôt. Les services de renseignement russes ont découvert que des universitaires et des responsables chinois promouvaient secrètement des récits historiques pour justifier les futures revendications territoriales de la Chine. Des chercheurs chinois avaient activement recherché des traces d'anciens peuples chinois pour prouver que ces terres russes faisaient autrefois partie de la Chine ancienne. Cette tactique n'est pas nouvelle. La Chine l'utilise avec presque tous ses voisins. Soit ils trouvent un minuscule lien historique avec le territoire d'un autre pays et l'utilisent non pour faire des revendications audacieuses. Soit, si cela ne fonctionne pas, ils réécrivent simplement l'histoire pour préparer le terrain à une future annexion territoriale. Un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine a commencé à dévoiler ses réelles intentions. En 2023, Pékin a publié une nouvelle carte nationale officielle qui a désigné certaines villes et régions russes par leurs anciens noms chinois, ce que Moscou a certainement remarqué.
En réponse, le service fédéral de sécurité de la Russie a ordonné à ses agents de contrer agressivement ces tentatives de révisionnisme historique. Ils ont demandé aux agents de surveiller de près les chercheurs et délégations chinois consultant des archives historiques sensibles. Ils ont même refusé des visas aux chercheurs étrangers, qui semblaient payer de pouvoir remettre en question les frontières actuelles de la Russie. De plus, le service fédéral de sécurité a commencé à avertir les Russes de ne pas collaborer avec ou soutenir ces études historiques menées par les Chinois. Cela montre que la Russie prend très au sérieux les moindres signes d'ambition territoriale chinoise. Un autre point de tension entre la Russie et la Chine est l'Asie centrale. Pendant près de 2 siècles, la Russie a dominé l'Asie centrale, d'abord en tant que colonisateur impérial, puis en tant que cœur de l'Union soviétique. Même après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991, Moscou s'est battu pour maintenir son influence sur les 5 pays, en Daghestan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Ils ont fait cela par des liens économiques étroits, des pressions politiques et des bases militaires. Cependant, depuis 20 ans, la Chine investit massivement en Asie centrale via son initiative La Ceinture et la Route. Des milliards de dollars ont été investis dans des autoroutes, des chemins de fer, des pipelines et des projets énergétiques, faisant de la Chine le plus grand investisseur et le principal partenaire commercial de la région. En 2020, la Chine avait officiellement dépassé la Russie en tant que principal partenaire commercial de chaque pays d'Asie centrale. Au début, l'influence croissante de la Chine n'était pas conflictuelle. Pékin se focalisait surtout sur l'économie, laissant la politique et la sécurité à la Russie. Mais cela change aussi désormais. Avec la Russie distraite et affaiblie par la guerre en Ukraine, les pays d'Asie centrale se sont rapprochés de la Chine. Le sommet Chine-Asie centrale de 2023 à Xi'an, où Xi Jinping a convié les 5 présidents d'Asie centrale, a été un signe manifeste de cette tendance. Mais devinez qui n'a pas été convié ? La Russie. Le Kremlin a sûrement noté et compris les intentions de Pékin. Un document divulgué du service fédéral de sécurité montre l'inquiétude réelle de la Russie face aux changements en Asie centrale. D'après la note, la Chine a lancé une nouvelle stratégie pour accroître son influence en Asie centrale, notamment en Ouzbékistan, où elle a déjà commencé à l'appliquer. Le document évoque des échanges humanitaires, sans entrer dans les détails. En d'autres termes, cela signifie probablement des programmes culturels, des instituts Confucius gérés par la Chine dans le monde, des bourses étudiantes, des actions médiatiques et d'autres activités visant à gagner les cœurs et les esprits. Plus inquiétant encore pour Moscou, la Chine commence à jouer un rôle dans la sécurité régionale. Pékin a déjà établi un poste de lutte antiterroriste au Tadjikistan, et ils ont même fourni des drones à plusieurs armées d'Asie centrale. Pour Poutine, cela est une grande source d'inquiétude. Il se voit comme le protecteur de la sphère d'influence traditionnelle russe. Surtout en Asie centrale, une région que la Russie domine depuis près de 2 siècles. Perdre de l'influence ici serait à la fois personnel et stratégique pour la Russie. Cependant, elle a peu de moyens d'action actuellement. Enfin, l'Arctique, un autre point de tension majeur, mais souvent négligé entre la Russie et la Chine. La Russie possède la plus grande côte arctique au monde, s'étendant sur plus de 24 000 km. Pendant des décennies, Moscou a investi massivement dans le développement de la route maritime du Nord. Le réchauffement climatique fait fondre rapidement la glace arctique, rendant ce passage autrefois gelé de plus en plus accessible. Pour mettre cela en perspective, la route maritime du Nord peut réduire le trajet Europe-Asie de l'Est de 2 semaines, comparé au trajet par le canal de Suez. De plus, elle garantit une sécurité stratégique et une survie économique. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, on estime qu'il y a 48 milliards de barils de pétrole et 43 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel sous la glace en train de fondre. La Chine, pourtant éloignée géographiquement de l'Arctique, s'est proclamée État proche de cette région. Cela signifie qu'ils sont déterminés à s'impliquer dans la région, s'intéressant particulièrement à l'utilisation de la route maritime du nord de la Russie, pour réduire significativement leurs coûts et délais d'expédition. La Chine s'intéresse à la route maritime de l'Arctique, non seulement pour un transport plus rapide, mais aussi pour un accès direct aux réserves de pétrole et de gaz de la région. Auparavant, la Russie était réticente à laisser la Chine ou tout autre pays s'approcher de ses territoires arctiques. Mais les sanctions occidentales suite à l'invasion russe de l'Ukraine ont tout bouleversé. Ces sanctions ont fortement restreint l'accès de la Russie à l'argent et aux technologies occidentales essentielles, compliquant l'exploitation des ressources arctiques par Moscou seul. Le document divulgué révèle que la Chine était consciente que les sanctions occidentales pousseraient la Russie vers Pékin. Par exemple, lorsque les services pétroliers américains de Baker Hughes se sont retirés d'un projet de gaz naturel liquéfié arctique russe,
la compagnie gazière russe Novatek a dû compter sur des partenaires chinois pour combler le vide et maintenir le projet en cours. Le soutien financier, matériel et technique de la Chine devient crucial pour les projets russes dans l'Arctique. Et avec cela vient l'influence de la Chine. Moscou maintient que la route maritime du Nord reste sous juridiction russe et que les navires étrangers, incluant ceux de la Chine, requièrent une autorisation et des pilotes russes. Selon un document du Service fédéral de sécurité, des espions chinois sont actifs dans l'Arctique, utilisant des collaborations de recherche et des sociétés minières comme couverture pour collecter des informations sensibles sur les plans de développement de la Russie. La Chine possède des stations de recherche en Arctique et y envoie fréquemment des navires brise-glace scientifiques via la route maritime du Nord russe. Officiellement, ces expéditions sont présentées comme scientifiques, mais en réalité, elles cartographient des routes stratégiques, recueillent des données cruciales et augmentent la présence et l'influence de la Chine. Selon la Russie, la Chine pourrait passer de simple partenaire à acteur affirmé dans l'Arctique, surtout si la Russie reste isolée et dépend des investissements chinois. Présentement, la coopération russo-chinoise dans l'Arctique est pragmatique et même nécessaire, mais comme le note le Service fédéral de sécurité, cela pourrait vite évoluer. Si Pékin décide de trahir Moscou en premier, malgré tout ce dont nous avons discuté, le Service fédéral de sécurité ne prendra pas de mesures sévères contre la Chine prochainement. Ils vont renforcer leur surveillance, rester vigilants et repousser discrètement quand possible, sans plus. Pour l'instant, malgré leur méfiance, Moscou et Pékin ont besoin l'un de l'autre. Du moins pour le moment, ils n'ont pas de meilleures options. Il semble que Poutine soit déjà conscient des risques à se rapprocher de la Chine, y compris de chaque problème évoqué aujourd'hui. Malgré tout, il a décidé d'aller de l'avant. Pour lui, les avantages surpassent simplement les coûts. Jusqu'à présent, cet exercice d'équilibre a fonctionné. La coopération entre les deux nations se renforce de jour en jour. De nouveaux accords énergétiques, tels que des gazoducs supplémentaires de la Sibérie vers la Chine, l'utilisation accrue du yuan dans le commerce russe, des exercices militaires conjoints, des patrouilles de bombardiers et un alignement diplomatique au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Selon la note divulguée, les services de renseignement de Pékin, comme le Service fédéral de sécurité, seront très prudents et proactifs. Par exemple, ils ont renforcé leur sécurité interne et soumettent maintenant les agents à des tests au détecteur de mensonges après leur séjour en Russie. De plus, les Chinois surveillent les étudiants et citoyens chinois interagissant avec des Russes. Il est clair que la confiance est très faible des deux côtés. Les gouvernements occidentaux ont remarqué les fissures dans l'amitié Moscou-Pékin et ont parfois théorisé sur la possibilité de les exploiter. Des stratèges américains affirment que si la peur russe de la Chine surpassait sa rivalité avec l'Occident, la Russie pourrait potentiellement se détacher de l'orbite chinoise. Merci d'avoir regardé.